Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là, de passer un moment ici entre nous. Merci à Enza de m'avoir invité à partager ce moment avec vous et de venir vous présenter, un peu mon parcours. Plus de présenter, pour moi c'est important de partager ce parcours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, tout d'un coup, d'être ici, comme maintenant dans d'autres conférences, c'est parce que j'ai écrit un livre, alors que jamais ça avait été un objectif, jamais ça avait effleuré mon esprit qu'un jour j'écrirais un livre. Et pour finir, ça a été important pour de nouveau partager cette expérience, pour surtout essayer de susciter de l'engagement, que les gens, j'aimerais pouvoir partager le fait qu'il faut oser, il faut inventer, il faut y croire pour faire avancer des causes. Et je pense que ce n'est pas seulement mon histoire à moi, c'est l'histoire d'une organisation dont je vais vous parler, qui a sans cesse inventé depuis sa création. Au début, on m'appelait l'OVNI de l'humanitaire à Genève, parce qu'ils disaient, voilà, elle plane, elle est naïve, elle croit qu'elle va pouvoir faire avancer dans ses objectifs. Et puis, à force d'y croire, à force d'inventer, à force d'y mettre de l'enthousiasme avec mes collègues, eh bien oui, c'est une organisation qui a été reconnue internationalement, qui m'a valu, moi qui n'ai jamais été à l'université de ma vie, puisque j'étais physiothérapeute, qui m'a valu d'avoir un doctorat honoris causa. C'est quand même pas fréquent que quelqu'un qui n'a jamais été à l'université ait un doctorat honoris causa. Donc, c'est ce partage et c'est cette envie de donner envie à des gens, à des jeunes et à des femmes de se lancer et d'oser et d'inventer. Alors, voilà le livre que j'ai écrit. Et donc, c'est une organisation que j'ai créée. Je vous raconterai comment. La mission de cette organisation, c'est de négocier avec des groupes armés, avec des chefs de groupes armés, de guérillas, de mouvements rebelles, sur des questions humanitaires. On ne négociait pas la paix, c'est un autre métier, négocier la paix. On négociait que des accords humanitaires dans le sens de la protection des civils, dans le sens d'épargner les civils, et dans le sens de respecter les normes humanitaires. Alors comment a commencé cette histoire? J'étais à ce moment-là physiothérapeute, j'ai fait un peu de politique, j'ai connu Claude quand j'étais députée au Grand Conseil. Et donc, à ce moment-là, j'étais physiothérapeute, je faisais un peu de politique, j'avais 6 enfants, enfin j'ai toujours 6 enfants, mais ça m'occupait bien à cette époque-là. Donc, je n'étais pas du tout dans l'idée d'un changement quelconque de ma vie ou de ma profession. Et puis un jour, je me suis retrouvée, voilà, c'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi, mais je me suis retrouvée invitée à la signature de la Convention d'Ottawa, qui est une convention qui interdit les mines antipersonnelles. Et ça, c'était le conseiller fédéral Flavio Cotti qui signait pour la Suisse et qui m'a demandé d'être quelque part témoin de sa signature. Et on était à Ottawa. Et c'était donc une convention qui interdisait les mines antipersonnelles, qui interdit toujours les mines antipersonnelles. Et pendant ce séjour là-bas, tout le monde, bien sûr, se congratulait, buvait le champagne, disait on a une très belle convention. Et 2 délégués, un de Colombie et un des Philippines, sont venus vers moi et m'ont dit dans notre pays, ça ne changera rien. Parce que les rebelles vont continuer d'utiliser des mines. Le gouvernement signe, l'armée va arrêter d'utiliser des mines, mais les mines vont continuer à être posées par les rebelles. Pourquoi? Parce que les mines, c'est une arme facile à fabriquer, bon marché, facile à transporter. C'est l'arme du pauvre. Et c'est une arme de choix pour les groupes rebelles. Ici, vous avez des exemples. En bas, par exemple, des morceaux de métal, des fertilisants, des engrais, une pile, comme on avait dans les radios autrefois, et vous avez une mine antipersonnelle. Donc, ces 2 délégués m'ont dit, chez nous, ça ne changera rien. Toi qui viens de Suisse, pays de l'humanitaire, de la paix, est-ce que tu ne pourrais pas trouver un moyen, réfléchir à un moyen d'engager aussi à ce que les groupes armés cessent d'utiliser des mines antipersonnelles? Alors, peut-être quelques explications sur ce qu'on entend par groupe armé, parce qu'aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de groupes, beaucoup sont labellisés terroristes. Alors, juste les grandes catégories avec lesquelles j'ai travaillé. Vous avez des groupes de moyenne grandeur qui ont quelques milliers de combattants. Ça, c'est une des guérillas colombiennes.
qui sont relativement bien organisés, bien équipés. Vous avez des tout petits groupes qui peuvent être en Asie ou en Afrique, qui sont peu équipés, mais qui ont un pouvoir de nuisance et qui causent des drames humains très importants. Vous avez des armées vraiment très puissantes, plusieurs dizaines de milliers de combattants. Par exemple, ça c'est une image des Kurdes de Syrie, c'est plusieurs dizaines de milliers de combattants, et c'est grâce à eux que Daesh a pu arrêter sa progression en Irak et en Syrie. Ils sont d'ailleurs soutenus par de nombreux pays, de nombreux gouvernements, mais ça reste un groupe armé, ce n'est pas un État, ce n'est pas une armée régulière. Alors voilà un peu les différentes catégories de groupes. Et quand je suis revenue d'Ottawa, je me suis dit, dans l'avion, il faut trouver une idée, il faut faire quelque chose pour qu'en effet, dans ces pays où il y a des groupes armés, les civils ne soient plus des victimes des mines antipersonnelles. Et donc, je me suis dit, je vais créer une organisation qui va travailler avec ces groupes armés. En arrivant, j'ai trouvé 2-3 amis qui étaient d'accord de se lancer avec moi. On a créé cette organisation, c'est très simple. Vous savez, en Suisse, créer une association, c'est extrêmement facile. Il suffit d'être 3 personnes et puis des statuts, et puis voilà, on existe. Reste qu'après, il a fallu commencer à se dire, bon, c'est pas tout de dire on va négocier avec des groupes armés, il faut trouver les contacts, il faut voir comment ça va pouvoir se concrétiser. Et c'est là qu'on a passé par certaines petites organisations locales qui connaissent bien ces groupes dans le terrain, avec ces 2 délégués philippins et colombiens. Et on a commencé à avoir des échanges, mais on n'échange pas par Facebook ou WhatsApp. Il faut aller sur le terrain. Donc on a découvert que si on veut vraiment négocier, il faut aller parler à ces gens, il faut les rencontrer, il faut établir la confiance, ce qui prend du temps, bien sûr. Là, je fais une petite parenthèse de publicité pour Genève. Vous ne vous rendez pas compte comment Genève est perçue au milieu des montagnes irakiennes ou du maquis soudanais. C'est vraiment une ville de paix, c'est vraiment une ville où déjà les gens ont confiance rien que parce qu'on vient de Genève, parce qu'on n'a pas d'agent, on n'est pas perçu comme ayant un agenda politique ou participant à des opérations militaires conjointes comme l'OTAN. Et donc, on a commencé à aller sur le terrain. Alors, ça implique des heures de marche dans les montagnes parce qu'on ne rencontre pas des chefs rebelles dans l'hôtel Ibis à côté de l'aéroport. Il faut aller jusque dans les camps militaires, qui est aussi un élément de construction de confiance. Ils détestent un hélicoptère de l'ONU qui va atterrir à 100 mètres de leur base militaire. Ils détestent ça. Donc, c'est aussi une manière de créer la confiance quand ils voient qu'on est prêt à marcher 4 heures, 5 heures dans les montagnes, avec des paysages merveilleux. Je dois dire que j'ai découvert des paysages plus beaux que n'importe quel Club Med aurait pu m'offrir. Parfois, c'était plus compliqué, c'était 4 heures pour faire 10 km, et puis quand la voiture avance plus, on va sur une moto, puis quand la moto avance plus, on met des bottes, puis on va à pied. Et voilà le genre de gens, ça c'est pas moi sur la photo, c'est une collègue, mais voilà, avec qui il fallait rester, négocier. Donc, la confiance est très importante pour que le soir, on dorme dans des camps éloignés avec des gens comme ça. On a toujours peur qu'ils éternuent parce qu'on se dit que les grenades qu'ils ont autour du ventre risquent d'exploser. Mais donc, voilà un petit peu, il fallait vraiment aller sur le terrain. Ça, c'est souvent des endroits où on dormait, c'est toujours souterrain, parce que c'est caché. Il ne faut pas que les avions ou les drones puissent repérer, donc tout est toujours souterrain. Donc voilà, on a commencé à avoir des contacts avec des groupes armés, on a commencé à aller négocier avec eux sur le terrain, mais ça ne suffit pas pour venir leur faire une leçon de morale. Là, à ce moment-là, on savait qu'on voulait travailler sur d'autres domaines que les mines, mais on avait dit, commençons par travailler uniquement sur les mines antipersonnelles pour convaincre le scepticisme de la communauté internationale et qu'on n'était pas seulement des ovnis. Et donc, on s'est dit, là, de nouveau, c'est une étape d'invention de l'organisation. On a réalisé que faire la morale, ça n'allait pas servir à grand-chose, d'essayer de leur dire, vous devriez faire comme ci, comme ça. Et on s'est dit, il existe des conventions pour les États. Les États peuvent signer des conventions. Les groupes armés ne peuvent pas signer des conventions internationales et c'est normal. Le système onusien, c'est un système state-centric, c'est pour les États. Donc c'est normal que les groupes armés soient exclus de ces signatures. Mais je me suis dit,
c'est comme une règle de 3. Les États signent des conventions, les groupes armés, qu'est-ce qu'ils signent? Et donc, on s'est dit, on va inventer des conventions pour groupes armés. Et donc, on a commencé à faire un texte, on appelait ça un acte d'engagement, et on en a fait un sur les mines antipersonnelles qui reprenait un peu les mêmes obligations que la Convention d'Ottawa, qui n'est pas négociable. Ils ne pouvaient pas dire « je ne pose pas des mines quand il pleut, mais quand il fait beau, oui ». Donc, c'était un texte non négociable. Et on s'est dit, voilà, on va leur proposer de signer un acte d'engagement. Et puis, après, on s'est dit, bon, un bout de papier au milieu de la forêt qu'on signe sur un coin de tronc d'arbre, bon, c'est bien, mais ça n'a pas beaucoup de poids, ça n'a pas beaucoup de force. Et on s'est dit, il faut qu'on change complètement cette approche et qu'on donne du poids à cette signature. Alors, on a approché le canton de Genève, qui a de nouveau joué un rôle vraiment remarquable dans cette histoire, en demandant au gouvernement de co-signer les actes à côté des rebelles, mettre leur signature, d'être dépositaire, de garder ces documents en chancellerie, d'en être les dépositaires, comme l'ONU est dépositaire des conventions internationales, et puis de nous laisser organiser les cérémonies de signature dans cette salle que vous connaissez probablement, la salle Alabama, parce que c'est là qu'a été signée la première convention de Genève en 1864. Et donc le message qu'on faisait passer au groupe armé, c'est on vous prend au sérieux, on vous invite à Genève, le gouvernement co-signe votre document, il en sera le dépositaire et on vous invite dans une salle chargée d'esprit humanitaire, que beaucoup de Genevois n'ont jamais vu puisque c'est une salle qu'on peut visiter une fois par année quand il y a les portes ouvertes. Et vous venez là dans cette salle que probablement les 3/4 des Genevois n'ont jamais pu visiter. Donc on vous prend au sérieux, il va falloir que vous preniez au sérieux votre engagement. Donc c'était une manière de leur proposer de s'approprier une décision. Ça devient la leur. Moi, j'ai 20 ans d'expérience avec des groupes armés, aussi longtemps, et je pense qu'en entreprise, c'est la même chose, aussi longtemps qu'on impose, ça ne fonctionne pas. Quand la décision vient de la personne ou du groupe concerné, c'est la sienne, c'est l'appropriation d'une norme, alors ça change complètement l'approche, elle respecte cette décision. Et je mets juste ici un témoignage d'un chef d'un groupe armé aux Philippines qui dit, voilà, c'est la première fois qu'on nous offre la possibilité de signer quelque chose de formel. Et c'est parce qu'on nous offre cette possibilité et que c'est formel qu'on va le respecter et le faire respecter. Et je pense que c'est toute l'approche qu'on a mise en place, c'est de changer complètement le paradigme, c'est non pas d'imposer, mais d'offrir une possibilité d'adhérer à quelque chose. Et puis après, on s'est dit, bon, ben, c'est bien ça, on était très contents de nous, ça commençait à fonctionner. Ça mettait du temps, on a plusieurs groupes armés, on a négocié 2 ans, 3 ans avant qu'ils soient intéressés à signer, qu'ils comprennent les avantages qu'ils avaient eux aussi à respecter le droit humanitaire. Et puis on s'est dit, bon ben là on a les chefs de groupes armés qui viennent ici, mais les combattants sur le terrain qui sont souvent dans des zones très reculées, avec peu de contacts, il n'y a pas d'académie militaire, comment ils vont vraiment être informés des obligations que leur chef a signées? Donc on s'est dit, il faut qu'on aille leur faire des formations aux textes signés par leur commandant et plus généralement aux normes de droit humanitaire. Alors on a commencé à aller faire des formations avec différents groupes. Ça c'était en Irak, ça c'était aux Philippines, des fois des groupes très structurés, très disciplinés. Des fois, c'était dans des conditions un peu plus spartiates. Grand problème, là, par exemple, parce que c'était dans une école. Or, on n'a pas le droit de mettre des militaires dans une école, normalement. Mais il pleuvait beaucoup, et donc c'était ça où on repartait sans affaire. Donc, on a été toujours confrontés à trouver beaucoup, donc on avait exigé qu'ils laissent leurs armes à l'extérieur. Ils ont presque tous accepté, mais ça a été difficile. Donc, il a fallu chaque fois s'adapter, parce que rien n'existe en termes de droit sur un fonctionnement, une approche comme celle-ci. Parfois, c'était dans la montagne, au milieu de nulle part. Et on a fait très rapidement des petits livres avec des dessins, parce que beaucoup de ces combattants ne savent pas lire, avec des dessins, un petit livre qu'ils puissent mettre dans leur poche. Et on faisait aussi des formations en leur expliquant ce que voulaient dire ces dessins. Donc, vous avez vu là différents pays. Ça, c'est en Birmanie, par exemple.
Et donc, on a commencé vraiment à faire ces formations pour être sûr que l'acte qui avait été signé soit compris par les combattants et soit mis en œuvre par les combattants. Et puis après, étape suivante, et de nouveau, tout d'un coup, de se dire « Ah, on n'avait pas pensé à ça », c'est que quand ils signaient, par exemple, l'acte d'engagement interdisant les mines, en reprenant les termes de la Convention d'Ottawa, ils devaient aussi déminer les territoires sous leur contrôle et détruire leur stock. Voilà à quoi ressemble un démineur. En fait, ça c'est une démineuse professionnelle, c'est-à-dire ils ont des protections, ils ont un détecteur de métal, ils ont assez souvent des cartes et c'est très bien structuré. Voilà à quoi ressemble un démineur d'un groupe armé. Donc pas de protection, pas de détecteur, on ne peut pas leur fournir ça parce que c'est assimilé à du matériel militaire. Donc nous, petite ONG, si on donnait du matériel militaire à des rebelles, on pouvait fermer l'ONG très très rapidement, c'est interdit. Eux, après avoir perdu 2-3 démineurs, ils arrêtaient de déminer, ce qu'on peut comprendre. Et puis, parfois, ils nous disaient, on a déminé toute cette zone, les paysans peuvent de nouveau aller cultiver. Mais nous, on n'avait aucune certitude que c'était bien fait, ce n'étaient pas des professionnels, donc on ne pouvait même pas restituer ces terres aux civils et à la population. Et donc, on a commencé à négocier pour que des organisations professionnelles internationales puissent aller déminer dans ces zones. Et ça a été aussi des très très longues négociations avec les gouvernements concernés qui disaient « mais pourquoi vous allez aider c'est nos ennemis, pourquoi il faudrait qu'on vous laisse aller les aider ?» Et donc ça a été un très long parcours aussi, mais il a fallu vraiment inventer cette possibilité que les organisations de déminage puissent aller déminer dans les territoires contrôlés par des rebelles qui avaient signé l'acte d'engagement de l'appel de Genève. Un peu la même chose avec les enfants soldats, parce qu'on s'est mis petit à petit à travailler sur d'autres thématiques, les enfants soldats, parce qu'il y a beaucoup d'enfants soldats parmi les groupes armés, le viol comme arme de guerre, on n'attaque pas des ambulances, on n'occupe pas des hôpitaux, donc on a travaillé sur de plus en plus de thèmes. On avait envie de continuer puisque ça marchait bien. On avait des différents actes d'engagement, comme un pays peut signer une ou plusieurs conventions, les groupes armés peuvent signer un ou plusieurs actes de l'appel de Genève. Et la même chose avec les enfants, où on n'avait pas anticipé, parce que de nouveau, on défrichait un terrain qui n'avait jamais été défriché avant. Ça, c'est une démobilisation d'un groupe armé avec lequel on a négocié 3-4 ans pour qu'ils décident de cesser de recruter des enfants et de démobiliser ceux qu'ils avaient dans leur rang. Et ça représentait à peu près 150 enfants, cette négociation-là. Et ils nous ont dit, on aimerait faire une cérémonie de démobilisation pour tous ces enfants qui ont là, ces filles ont entre 12 et 17 ans. Et ils avaient organisé une démobilisation avec les filles et une démobilisation avec les garçons. Et la veille au soir, avec 2 de mes collègues, on était sur place, on était contents parce que c'était l'aboutissement de longues négociations. Et le lendemain, on arrive, alors voilà, une cérémonie très bien organisée. Et puis, voilà les visages de certaines de ces filles. Et je me disais, qu'est-ce qu'elles ont un visage marqué par la guerre, c'est terrible, ce regard. Enfin, moi, c'est une image que je trouve extrêmement forte, on en a beaucoup comme ça. Jusqu'au moment où j'ai compris que ce n'était pas du tout ça, c'était qu'elles étaient extrêmement fâchées contre nous. Elles nous détestaient parce qu'elles ne voulaient pas être démobilisées. Et là, moi, je dis franchement, j'ai pris une claque parce que j'ai compris que trop souvent, dans nos bureaux feutrés à Genève ou à New York, on décide ce qui est bon pour d'autres et on ne comprend pas la réalité du terrain. Ces filles, il n'y a plus d'école dans la région d'où elles venaient. Donc ça veut dire, dans ce pays-là, une fille, c'est rester à la maison parce qu'on ne va pas jouer dehors dans la rue. Beaucoup avaient eu leur mère ou leur sœur enlevée comme esclave par Daesh ou un père assassiné. Donc elles avaient un très fort sentiment de revanche. Et en plus, ce qui arrive malheureusement beaucoup dans la guerre, c'est plus de mariages forcés. Donc ces filles, elles avaient 14 ans, elles savaient que si elles rentraient chez elles, c'est le mariage forcé qui les attendait. Donc en croyant bien faire, en les démobilisant, en fait, on les renvoyait au mariage forcé. Et là, vraiment, moi, je me suis dit, mais on fait quoi?
on est à côté. Moi, j'ai vraiment découvert qu'il faut écouter le terrain, qu'il faut comprendre le terrain. C'est le terrain qui nous dit ce qu'il faut faire. Alors pour ces enfants, ça ne veut pas dire qu'on les a dit, bon, ben, retournez vous battre, parce que quand même, on pense que la place d'un enfant, ce n'est pas au front avec un Kalachnikov, mais ça a été de créer nous-mêmes un centre, ce n'était pas notre mission, un centre où il y avait un minimum d'éducation scolaire, beaucoup de sport, beaucoup de chant, beaucoup de culture pour aussi reprendre un bien-être et oublier un peu le passé. Parce que là, par exemple, aucune organisation internationale ne voulait venir. L'UNICEF ne pouvait pas venir parce que c'était un territoire contrôlé par des rebelles et l'UNICEF, agence onusienne, ne peut pas aller dans des territoires contrôlés par des rebelles. D'autres organisations disaient c'est trop dangereux, c'était en Syrie, du temps de Daesh, disaient non, nous on ne va pas là-bas. Donc c'est nous qui avons dû monter un centre pour accueillir ces enfants. Mais de nouveau, ça a été, on progressait, on avançait, et puis tout d'un coup, c'était, oups là, ça on n'avait pas imaginé. Et toujours devoir inventer et trouver une solution. Et je disais l'autre jour à Enza, quand une porte est fermée, il y a toujours une fenêtre ouverte. Et c'est ça que j'aimerais dire dans mon livre à des jeunes, à des femmes. Allez-y, il faut inventer, il ne faut jamais s'arrêter devant une porte fermée. Et puis de fil en aiguille, on a aussi découvert que beaucoup de femmes sont combattantes dans ces groupes armés. Alors on a commencé aussi à travailler avec ces femmes pour qu'elles soient des avocates dans leur groupe du respect des civils, de la protection des civils, du respect du droit humanitaire. Elles peuvent faire des atrocités, je ne suis pas naïve, hein, je n'ai pas rencontré que des enfants de cœur, je vous dis tout de suite, mais souvent quand même, il y a un sentiment qu'il faut épargner les civils, qui ont beaucoup moins, les hommes ont plus la tendance de gagner la guerre, de gagner du terrain. Les femmes ont une approche différente. Donc on a beaucoup commencé à travailler avec les femmes en particulier, et il y avait toujours cet équilibre pour moi entre une sorte de féminité de violence, parce qu'elles sont dans la guerre, elles ont un Kalachnikov, elles se battent, et de féminité. Et j'aime beaucoup cette photo où on voit cette chevelure, je ne sais pas si on voit bien, c'est un peu sombre, mais on voit cette chevelure très très féminine. Elles passent des heures le soir à se brosser les cheveux, elles ont toutes des cheveux très très longs, alors ce n'est pas très pratique, je pense, pour faire la guerre, franchement, mais voilà, elles y tiennent beaucoup. Et puis il y a ce Kalachnikov qui montre que voilà, elles sont des femmes, mais elles sont dans la guerre. Et donc on a beaucoup travaillé avec les femmes, surtout sur la question du viol comme arme de guerre, pour qu'elles soient des avocates dans leur groupe, que le viol comme arme de guerre, ça ne se fait pas. Donc ça a été de nouveau une nouvelle découverte, une nouvelle approche, un nouveau développement de l'organisation. Je vais très vite parce que c'est 20 ans d'aventure, d'anecdotes, des fois très cocasses aussi, des fois un peu moins drôles. Voilà, moi, je me suis fait arrêter en Iran, donc, mais il y a eu beaucoup d'anecdotes aussi très cocasses. Et puis à un moment donné, on s'est dit, on a voulu faire comme les États, on a créé cette possibilité d'avoir des conventions pour des groupes armés, et les États, ils font ce qu'on appelle des States Parties Meetings, c'est-à-dire qu'ils font des rencontres des États signataires, en général chaque année. Et on s'est dit, on va faire la même chose. On va faire des rencontres avec nos signataires. Et donc, à Genève, discrètement dans un hôtel, on a organisé 4 fois une rencontre de signataires. Vous avez là à peu près, sur celle-là, vous avez 32 chefs de groupes armés venus du monde entier. Et je pense qu'il n'y a qu'en Suisse et qu'à Genève qu'on peut faire ça. Genève était bien tout à fait au courant. La police n'était pas informée pour pas qu'il y ait de problème, et les autorités genevoises jouaient vraiment le jeu, on était formidables. Et la Suisse nous a octroyé des visas. La Suisse a gardé des visas hors Schengen, et donc pour justement des négociations et autres. Et donc si on s'arrangeait pour qu'ils arrivent directement sur territoire suisse, c'est-à-dire à Zurich ou à Genève, ils avaient un visa d'entrée en Suisse, ils pouvaient venir. Mais ils ne pouvaient pas faire escale à Amsterdam ou à Paris. Donc c'était des fois très compliqué d'organiser leur voyage, mais on y arrivait. Et c'était un moment où il y avait une sorte de stimulation, d'émulation, des groupes qui disaient nous on a eu ça comme problème, on n'est pas arrivé à faire ça, puis avec les enfants démobilisés, et puis d'autres disaient nous on a fait ça, et puis voilà comment on y est arrivé. Et donc, il y avait une sorte de stimulation et des gens qui repartaient vraiment décidés à respecter leurs engagements. Et encore une fois, je pense qu'il n'y a qu'en Suisse et qu'à Genève qu'on peut organiser une rencontre avec plus de 30 chefs de groupes armés dans le monde.
Alors maintenant, j'aimerais conclure sur 3 aspects. La question aussi de l'approche où on pense que les islamistes, la question des femmes et autres, on me disait souvent, mais comme femme, comment tu allais négocier avec des groupes islamistes? Je vous montre ici une photo, c'est les Moro Islamist Liberation Front, c'est aux Philippines. Quand la confiance est établie, ils reconnaissent voilà, qu'on fait un travail humanitaire. On n'a pas eu de problème. Ça, c'est aussi un groupe islamiste. Vous voyez comment ils accueillaient une femme. On nous disait, mais tu ne peux pas aller négocier avec ce groupe. Moi, je pense que ça m'a aidé. Franchement, je pense que d'avoir été une femme avec beaucoup de ces groupes, même en Somalie, avec les Shabab, je pense que ça m'a aidé. Le deuxième aspect que j'aimerais souligner, parce que vous avez tous aussi des contacts un peu dans la Genève internationale ou avec des autorités, c'est la question maintenant de la lutte contre le terrorisme. Oui, il faut lutter contre le terrorisme. C'est terrible, ces actes terroristes dont on a tous été témoins en France. On y a, pour nous, on a beaucoup de chance, on y a beaucoup échappé, mais il faut combattre ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre tous ces groupes sur des listes de terroristes. Donc la première réaction, c'est que exclusion en général signifie davantage de radicalisation, parce qu'ils sont exclus. Et on fait des listes de terroristes, comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi. La liste des États-Unis n'est pas la même que celle du Canada, qui n'est pas la même que celle de l'Union européenne, qui n'est pas la même que celle de l'Australie, qui n'est pas la même que celle de la Suisse, puisque la Suisse n'en a pas. La Suisse n'a pas de liste de terroristes, elle n'a que l'obligation de considérer comme terroristes les quelques organisations qui sont listées par l'ONU. Mais de manière surprenante, l'ONU n'a pas une longue liste de terroristes. Elle a Al-Qaïda et tous ses cousins, elle a Daesh et tous ses cousins, mais ce n'est pas une grande liste, la liste de l'ONU. Donc la Suisse, elle est obligée, en étant membre de l'ONU, de prendre cette liste en considération. Mais autrement, on n'a pas de liste de terroristes, ce qui permet d'avoir 32 chefs de groupes armés ici à Genève. Et je pense que maintenant, on a tendance, la communauté internationale a tendance à criminaliser les acteurs humanitaires. C'est-à-dire qu'une association humanitaire qui va parler à des terroristes, elle risque d'avoir son ONG fermée, elle risque des amendes. Une organisation norvégienne qui s'appelle Norwegian People Aid a payé 2 millions de dollars parce qu'ils ont travaillé avec le Hamas. Elle risque, pour certains de ses collaborateurs, la prison. Donc il y a des ONG qui quittent certaines régions où il y a des groupes armés présents, alors même que la population a des besoins humanitaires immenses. Je vous donne l'exemple de Idlib, en Syrie. C'est un lieu maintenant qui est contrôlé essentiellement par des groupes armés. Il n'y a plus d'humanitaire, parce que si vous voulez amener de l'humanitaire, de l'assistance là-bas, ou faire de la négociation humanitaire, vous devez parler, ne serait-ce que pour passer un checkpoint, vous devez parler à quelqu'un de ce groupe armé. Et donc, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors que, voilà, moi j'ai vu des groupes armés apporter beaucoup d'assistance eux-mêmes humanitaire, pour finir. Donc il y a des terroristes, il y a des gens qui font des actes terroristes, mais pas tous. Et on a tendance aujourd'hui, voilà, ils sont tous terroristes, et il faut arrêter de leur parler. Et je vous donne un exemple concret de ce que ça veut dire. Ça, c'est un groupe d'enfants aussi qu'on a démobilisé. Ben, les 2 personnes entourées de rouge ont un mandat d'arrêt maintenant dans le pays concerné. Donc, on démobilise des enfants de leur pays. Alors, moi, je ne demande pas une médaille, je n'ai pas fait ça pour une médaille. Mais voilà, le résultat, c'est un mandat d'arrêt dans le pays. Alors, moi, je vais en vacances ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais ça peut avoir des incidences sur des collaborateurs d'autres nationalités. Nous, avec un passeport suisse, on risque quand même moins. Et donc, ça peut avoir des incidences. Et c'est vraiment maintenant un gros problème, ce qu'on appelle la criminalisation des acteurs humanitaires. Et puis, le dernier point que j'aimerais dire, c'est que quelque part, on nourrit ce terrorisme. Ici, vous avez des tentes de Sahraouis. Les Sahraouis, ça fait 40 ans qu'une résolution du Conseil de sécurité a décidé, le Conseil de sécurité a pris une décision, c'est rare, aujourd'hui ils n'en prennent plus, mais à cette époque-là, ils ont décidé que le peuple sahraoui aurait le droit de voter sur un référendum pour devenir indépendant, un référendum d'autodétermination. Pour des raisons politiques diverses, ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Ça fait bientôt 40 ans. Donc c'est avec des jeunes qui naissent dans les camps, qui sont plus jeunes que cette décision du Conseil de sécurité, à qui on dit tous les jours,
Mais oui, ça va changer parce qu'on va bientôt voter, et puis on sera un État, et puis voilà, on aura d'autres conditions de vie que des tentes au milieu de rien, de nulle part. C'est terrible. Le Sahara occidental, c'est vraiment c'est désespérant. Et donc, si un jour vous avez un commandant d'Al-Qaïda qui vient dans ce camp et qui propose aux jeunes un salaire, de la nourriture un peu plus variée que ce qu'ils ont, un uniforme, un encadrement, un minimum d'éducation ou d'apprentissage et un kalachnikov, ils partent. Ils partent. On nourrit le terrorisme avec des éléments comme ça, des situations comme ça. Je vous donne très brièvement aussi un autre exemple. Les Kurdes, dans le nord de la Syrie, on en a parlé, détiennent dans des prisons beaucoup de membres de Daesh. Et puis, ils détiennent des enfants aussi, qui ont, dans une prison, des enfants qui ont entre 10 et 17 ans. Ces enfants, ils sont accusés soit d'avoir aussi commis des atrocités, soit ils sont simplement le fils ou la fille d'un membre de Daesh. Et ils sont en prison. Et la communauté internationale interdit aux Kurdes de faire eux-mêmes un système juridique, d'établir un tribunal, en disant vous n'êtes pas un État, vous n'avez pas le droit d'établir un tribunal, ça n'a aucune valeur. Mais ces mêmes États qui leur interdisent d'établir des tribunaux ne reprennent pas les enfants, parce qu'il y a des enfants issus, disons, qui ont des parents, un père suisse dans ces prisons, ou français, ou allemand, ou belge, mais les pays ne les veulent pas. En Suisse, on en a repris un ou deux et on a interdit à la mère de venir avec. Donc ces enfants, ils sont en prison. Nous, on a fait une enquête auprès de ces enfants et un de mes collègues a dit, est-ce qu'il y a des fois des enfants qui sortent d'ici? Et le gosse, il avait 12 ans, il a répondu, il n'y a que ceux qui sont morts qui sortent. Et le jour où ces enfants ils sortent, ils n'iront pas reprendre des études calmement. C'est des bombes à retardement. Et de ce que j'ai découvert, vraiment, la communauté internationale, malheureusement, favorise beaucoup, nourrit ce terrorisme par plein disons, de comportements où malheureusement on décide, comme je disais avant, on décide dans des bureaux feutrés à New York ou à Genève, sans comprendre la réalité du terrain. Donc voilà un peu ce que, dans ce livre que j'ai écrit, j'ai voulu d'abord témoigner parce que depuis que j'ai pris ma retraite, j'avais dit au bout de 20 ans j'arrête parce qu'il ne faut pas qu'un fondateur reste trop longtemps. Et j'ai dit je ne veux pas être le Sepp Blatter de l'humanitaire. Je ne veux pas rester trop longtemps et m'imposer trop longtemps. Et donc j'ai quitté l'organisation et je donne des cours à l'université, à Sciences Po, aux formations de diplomates de divers pays. Et je me rends compte que les jeunes, ils ont un savoir, mais immense, démesuré. Les années d'université, ils lisent, ils apprennent, ils lisent des footnotes. Et après, quand on les met dans des jeux de rôle, dans des scénarios, ils sont perdus. La plupart n'ont plus de sens pratique, ni pragmatique. Ils cherchent dans tout ce qu'ils ont appris, qu'est-ce que je peux faire là? Puis après, je mets un petit croix, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et souvent, à la fin des cours, et je leur parle un peu de cette sorte d'invention permanente, moi, j'étais rien. J'étais physio, je ne parlais pas l'anglais, je ne connaissais pas le droit humanitaire. J'ai sauté dans un train qui a passé. Et je dis, mais allez-y, osez, inventez. Le monde change tellement vite que vous devez, voilà, vraiment maintenant, oser prendre des initiatives. Et ils me demandaient souvent, mais est-ce que vous avez un texte, vous avez écrit un cours là-dessus? Et toujours, je disais non. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben, pourquoi pas, si ça peut inspirer, qu'il faut oser, qu'il faut inventer, et puis analyser, leur montrer que c'est le terrain qui nous apprend tout, et ce n'est pas des grandes discussions entre diplomates, c'est à partir du terrain qu'on doit mettre en place quelque chose pour que le monde aille peut-être un tout petit peu moins mal, on ne va pas dire mieux, mais au moins un petit peu moins mal. Voilà, s'il y a des questions, c'est très volontiers, je vous ai résumé ça très rapidement. Le plus beau, c'est très difficile parce que quand on
obtient que des rebelles déminent, par exemple, des pourtours d'un village, c'est pas énorme. Par exemple, je pense à la Colombie où on a pu négocier avec la guérilla. C'est pas énorme comme sur toute la Colombie. Mais pour un village qui pouvait plus sortir de chez eux, c'est-à-dire la route était minée, donc ils ne pouvaient plus aller à l'école supérieure, ils ne pouvaient plus aller chez le médecin à l'hôpital, ils ne pouvaient plus vendre leurs légumes. Ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Donc ce jour-là, moi je me souviens, le prêtre était devant quand la route a été déminée, à la colombienne avec des chants et le prêtre et des Vierges Marie et des saints et autres. Et donc c'était une renaissance pour eux. Alors que ce n'était pas énorme sur le plan de la Colombie. Voilà. Donc c'est des moments comme ça de joie intense où on se dit on a pu changer la vie de quelques personnes. Je crois que cette fête en Colombie où on se rend compte que ça a été vraiment une renaissance, pour moi ça a été un moment très fort. Oui. Plus méchant, c'est pas par un groupe armé, c'est par un gouvernement. J'ai été arrêtée en Iran, puis c'est pas très drôle. À ce moment-là, il y avait personne qui se coupait des mèches pour protester pour que je sois libérée. Donc ça c'était, et je veux dire, les moments les plus difficiles, c'était avec des gouvernements, c'était pas avec des groupes armés. Ton prochain projet. Ah, Claude? Non, justement, c'était la question que je voulais poser. Est-ce que le prochain projet, est-ce que tu peux aussi, par rapport à l'association, comment était pris le relais avec toi? Comment dire? Moi, j'ai pas voulu participer à la sélection de mon successeur parce que je pensais que j'allais y apporter des éléments émotionnels qui n'étaient pas nécessairement bien pour l'organisation. Donc c'est le conseil de fondation qui s'est occupé de ça, qui a fait un choix voilà, contre lequel je ne me suis pas élevée. Je pense que maintenant la mission a changé. Il y a plus... nous, c'était vraiment une niche, c'était que avec les groupes armés. Et voilà, la nouvelle, depuis que je suis partie, ils font d'autres choses, ils forment des armées régulières, ils donnent des cours à des enfants en Colombie sur les normes humanitaires, ils ont élargi le mandat, c'est leur choix, c'est pas celui qui était historiquement le fondement de l'appel de Genève. Et voilà, et l'acte d'engagement n'est plus vraiment l'outil phare et important de l'appel de Genève. Donc je veux dire, c'est un autre, une organisation qui fait certainement du bon travail, mais qui fait un peu autre chose. Mais est-ce qu'il y a toujours des avancées? Quelle équipe tu es? Moi, je suis. On se connaît. Est-ce qu'il y a toujours des conclusions d'engagement ou... Très très peu. C'est parce qu'il y a peu de contact avec des groupes armés. C'est plutôt des autorités de facto, qui ne se considèrent pas comme des groupes armés, donc ils ne veulent pas nécessairement signer un acte d'engagement. Donc il n'y en a pas eu l'année dernière, il y en a eu un cette année, donc c'est devenu assez secondaire. Bonsoir, André Fakamov, encore merci pour votre présentation. J'ai une petite question peut-être subjective. À votre avis, au cours des 20 dernières années, vous pensez que les organisations internationales sont sur de bonnes voies ou, à cause des situations politiques entre les divers grands pays, les organisations internationales perdent de leur crédibilité ou décident d'annuler certaines actions qu'ils ont peut-être prises à l'époque? Quel est votre avis, peut-être subjectif là-dessus? Alors, le monde des ONG est un monde sans pitié, avec beaucoup de compétition, malheureusement. Au lieu des fois de... Je dis même pas de collaborer. Moi, je disais toujours, c'est pas la collaboration le plus important, c'est la complémentarité. C'est de dire, moi, je sais faire ça et je le fais bien. Et j'essaye pas de faire 1000 autres choses. Et puis une autre organisation va faire autre chose. Et tous ensemble, on fait un puzzle. Voilà, c'est des morceaux de puzzle. Et malheureusement, les ONG sont en compétition parce qu'il faut trouver l'argent. C'est toujours la même chose. Donc ça, c'est le premier problème qui est dans la responsabilité des ONG. Je pense qu'il y a aussi une approche maintenant
différentes. Ce que j'ai ressenti dans mes dernières années de travail et dans ce que je fais maintenant, c'est qu'il y a dans certaines parties du monde un rejet d'ONG du monde occidental. En Afrique, c'est très clair. Moi, j'étais chargée de travailler sur un projet au Burkina Faso. Dès qu'on donnait un conseil, parce qu'on voyait que c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire, tout de suite, ah mais non, on en a assez des conseils du Nord, de l'Occident et tout. Donc il y a une sorte maintenant de, je ne vais pas dire de rejet, mais de méfiance, parce qu'ils ont peur de nouveau d'un colonialisme caché et autres. Et donc c'est plus difficile pour les ONG du Nord de travailler dans certaines régions du monde aujourd'hui. Et puis il y a ce que je disais, comme il y a beaucoup de zones qui sont sous contrôle de groupes armés, c'est cette criminalisation vous n'amenez pas de l'assistance humanitaire au Somalie si vous ne parlez pas au Shabab. C'est juste un fait, ce n'est pas une réflexion politique ou diplomatique, c'est juste des faits. Donc ça devient aussi difficile et les ONG ont peur, malheureusement. Moi j'ai une question plutôt personnelle. Comment on vit entre ces situations absolument différentes et au quotidien quand on revient à une vie comme la nôtre, à ce confort et à ce qu'on a? Comment on vit ça? Bien-être. Justement, cet équilibre bien-être nécessaire à faire tout ça, ça demande quoi comme j'ai envie de dire, comme travail sur soi pour arriver à gérer ces deux situations absolument incomparables? Alors, mes enfants étaient déjà grands quand je me suis lancée dans cette aventure. J'aurais pas laissé des petits bouts de chou à la maison en partant comme ça. Donc, il y en a qui étaient même, je pense l'aîné était même déjà marié quand j'ai commencé. Voilà, j'ai eu des enfants assez jeunes, donc j'ai commencé avec des enfants plus grands. Alors, déjà, on part jamais longtemps quand on va dans des zones contrôlées par des groupes armés. Voilà, il faut faire attention, donc on reste jamais longtemps. Et avec plus de risques de nouveau d'être arrêté par le gouvernement plutôt que menacé par les rebelles. On n'a jamais eu un collaborateur kidnappé, menacé, jamais rien, parce qu'il faut construire la confiance, et une fois que la confiance est là, c'est possible. Donc on restait jamais très longtemps, et moi j'avais cette chance que quand je revenais, ben voilà, il y avait quand même encore des enfants à la maison, des ados, il faut leur parler, il faut discuter avec eux et tout. Donc j'étais replongée tout de suite dans un autre monde. Ça m'a certainement aidé. Il me ramenait les pieds sur terre très très vite quand j'arrivais de ces zones-là. Parce que j'ai dû beaucoup aller, juste petite parenthèse, ces groupes armés sont très hiérarchisés. Et donc à un moment donné, si vous voulez rencontrer le chef, il fallait envoyer de notre côté le ou la chef. J'avais des collègues qui auraient été tout à fait capables de négocier aussi bien que moi. Et à un moment donné, le chef rencontre le chef. C'est comme ça. Donc voilà, j'avais eu la chance d'avoir tout de suite, voilà, avec tous les gamins, voilà, on se remet dans le bain très vite, on oublie. Et puis quelque chose, alors vous qui êtes dans le métier, peut-être vous arriverez à analyser ça. Je ramenais toujours un caillou de l'endroit où j'avais été. Je suis quelqu'un d'assez terrienne, je viens des montagnes valaisannes, donc je ramenais toujours un caillou et je me disais toujours, moi j'ai pu rentrer. Eux, ces gens-là, ils n'ont pas le choix, ils restent. Moi, j'ai quitté la guerre, les bruits de bombardement et tout. Eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent rester. Et j'ai emmené ce caillou pour continuer quelque part à penser à eux et à me dire qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai toute une collection de cailloux et mon mari se plaint beaucoup parce qu'il dit on dirait une carrière en exploitation bientôt, notre salon. Et donc voilà, ça m'aidait aussi de ramener ces cailloux qu'on peut toucher, qui rappelaient un peu cette. Mais après, je pense qu'il y a des tempéraments qui passent plus vite, voilà, d'une situation à une autre, puis il y en a qui le sont moins. Mais moi, j'avais des collègues vraiment formidables, quoi, qui ont tous joué le jeu. Ils sont restés 20 ans avec moi. Ils sont tous partis quand je suis partie. Ils sont restés, mais très vite, ils n'ont plus été en accord avec ce qui se faisait. Et ils sont tous restés 20 ans avec moi. Merci. Une question. Pardon? Ah, Félix Lemay. Moi, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu la motivation de ces groupes armés pour signer ces conventions, parce que c'est pas d'abord pour être reconnu comme existant
pas plutôt ça, parce que quand on essaie de suivre l'actualité, on se rend compte que les massacres continuent, ils vivent de massacres et de pillages. Voilà, c'est des rebelles de l'État. Alors, est-ce que c'est une manière de se cautionner en adhérant à une organisation suisse, enfin une association suisse? C'était ça la motivation? Est-ce que vous avez discuté directement avec les chefs, en disant pourquoi vous êtes d'accord? C'est pas par pitié quand même. Non, non. Alors, plusieurs aspects. C'était la grande crainte de tous les gouvernements avec qui j'ai discuté au début, voilà, quand on me disait mais il faut retourner t'occuper de tes patients dans ton cabinet de physiothérapeute parce que ça ne va pas faire. Donc c'était la grande crainte. Alors, dans l'acte d'engagement, quand ils signent, c'est marqué très clairement, vous allez me dire c'est que des mots sur un papier, mais c'est marqué que nous, le groupe armé, on est conscient que cette signature ne va pas changer notre statut légal. Donc ils ne peuvent pas après revendiquer, dire on a signé, on est voilà. Deuxièmement, je pense, on est une ONG, on n'est pas un gouvernement. On ne donne aucune légitimité. En juridique, en termes juridiques, on appelle ça des acteurs armés non étatiques. Et nous aussi, on est non étatique, une non gouvernementale. Une ONG, c'est non gouvernemental. Donc, on ne pouvait pas tellement élever leur niveau parce qu'on n'était rien du tout, on n'était pas grand-chose. Troisième aspect, pour se faire bien voir, mais renoncer à utiliser une arme ou se priver de 150 petits soldats, je ne pense pas que dans la balance, si l'intérêt c'est juste de se faire bien voir, de renoncer à une arme comme les mines ou de renoncer à des enfants soldats, je pense que ça va au-delà de ça. Alors, pour répondre à votre question, puis il y a aussi des groupes différents. Je veux dire, il y a 20 ans, les groupes avaient probablement des idéaux politiques plus marqués que maintenant, où ça se lie très vite au banditisme, à des règlements de compte entre ethnies et autres. Les groupes comme la guérilla colombienne, les maoïstes au Népal, les tigres tamouls, ils avaient des revendications politiques très claires. Et ce que nous, on a découvert, c'est que la plupart de ces groupes, ils ont un code de conduite. Donc, quand ils commencent la guerre, ils écrivent un code de conduite où il est oral. Parce que beaucoup de ces groupes sont partis à la guerre dans un idéal d'améliorer une situation. La guérilla colombienne, elle a été créée par un prêtre. Voilà, c'est pas l'idée de faire du terrorisme, un prêtre, enfin, je pense pas. Donc, mais de dire, ce prêtre, il dit, c'était un moment où l'État prenait les terres aux paysans pour les donner aux familles riches, et donc le prêtre disait, on a tout essayé pour défendre les droits des paysans, et maintenant il n'y a plus la possibilité de prendre les armes. Alors après, il faut alimenter cette guerre. Donc, il commence à kidnapper des gens pour avoir des rançons. Il commence à cultiver de la drogue pour se faire de l'argent. Donc, c'est tout un cercle où l'idéal du début, il est confronté à des besoins quotidiens qui souvent, en effet, font déraper ces groupes. Donc, nous, une de nos manières de travailler, c'est de retourner à leur code de conduite. On disait, mais vous avez écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous battez pour le droit des paysans, vous minez les terres des paysans, ça ne va pas. Donc, de retourner à un peu leurs fondamentaux, ça nous a beaucoup aidé dans les négociations. Et encore une fois, beaucoup de ces groupes, ils ont un code de conduite qui n'est pas toujours parfait, hein, de loin pas. Et on travaillait là-dessus. On avait un groupe qui disait, on n'a pas le droit de violer des femmes. Alors, je disais, tiens, c'est bien. Mais après, il disait, sauf celle de votre ennemi. Alors là, on a dit, ça, c'est moins bien. Non, donc voilà, et la rébellion syrienne, quand ils ont commencé la guerre en Syrie, ils nous ont contactés en disant hier on était chauffeur de taxi, on était enseignants, les manifestations dans la rue ont dégénéré, l'armée a tiré sur les manifestants et des gens ont décidé de prendre les armes. Et ils nous disaient, on ne sait rien du droit de la guerre, on ne sait rien du droit humanitaire, est-ce que vous pouvez nous aider à faire un code de conduite? Donc, je pense que la plupart des groupes que j'ai vus ont un code de conduite, qui n'est pas nécessairement bon, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose au départ. Et c'est là-dessus qu'il faut bâtir. Oui, la question, Félix. Vraiment, un petit exemple, j'en parlais avec Claude juste avant. J'ai été dans une conférence, j'étais sur un panel d'ouverture avec Jean-Pierre Raffarin, qui a créé une organisation qui s'appelle Leader pour la paix.
Et puis, voilà, il m'écoute et tout. À la fin, il vient vers moi, il me dit, il faut que vous veniez dans ma fondation. J'ai dit, voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'était l'heure du repas. Et pendant le repas, j'ai été vite voir sur Google qu'est-ce que c'était Leader pour la paix. Et je vois, il y a 7 anciens premiers ministres, il y a 6 anciens ministres, il y a Irina Bokova, il y a Ban Ki-moon, il y a Anthony Blinken. Je me suis dit, là, M. Raffarin s'est trompé. Il n'a pas très bien réalisé qui j'étais. Et donc je lui dis, quand il revient vers moi, je lui dis, je crois que vous êtes trompé, M. Raffarin, c'est pas une place pour moi. Et il m'a dit une phrase très jolie, il a dit, si j'ai besoin de vous parce que nous, on est des diplomates hors sol. Comme ces tomates qui ont des racines qui pendent depuis les étagères. Et j'ai trouvé très joli. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai, on a cette complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui connaissent le terrain qui doivent venir alimenter ceux qui prennent les décisions et ceux qui essayent de faire quelque chose. Donc ma baguette magique, c'est de mieux comprendre le terrain pour arriver à prendre des décisions plus réalistes et qui seront plus bénéfiques.